Bonjour et bienvenue dans Dissolution, le programme de décryptage de l'actualité politique et parlementaire pour Blast. Ce jeudi 28 novembre, la France insoumise et ses alliés du NFP ont pu soumettre à l'Assemblée nationale leur proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Dès 9h, les insoumis ont mis les pieds dans le plat. Aujourd'hui, c'est cette réforme que nous allons abroger et c'est par elle que vous tomberez. Ce jour est historique. Le peuple violenté, le peuple méprisé, le peuple indigné vient reprendre ces 2 ans de vie, ceux que vous avez tenté de lui arracher. Oui, aujourd'hui, le peuple, par ses représentants, va abroger cette réforme inique. Voici le seul souverain qui s'est exprimé dans les manifestations, dans les urnes, et qu'aujourd'hui, vous devrez bien reconnaître le peuple. Dans l'histoire de notre pays, celui de la grande révolution de 1789, celui où les droits égaux pour tous l'emportent sur les injonctions du monarque, ce jour fera date. C'est un jour de bascule. Aujourd'hui, les principes démocratiques sont en jeu. La souveraineté du peuple s'y oppose à la violence sociale que vous n'avez eu de cesse d'exercer depuis 2017. Et durant toute la journée, la discussion a été très mouvementée. Plus détestable que jamais, les macronistes se sont mis à dos l'extrême droite de l'hémicycle qu'ils cajolent habituellement. Je vous rassure, à 64 ans, tout comme à 60 ans, nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Finalement, je suis plutôt content d'avoir attendu mon tour pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître. Il faut pas gratter longtemps, Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. S'il vous plaît. Jamais. Monsieur jamais Tanguy. ce que vous êtes. Tanguy, s'il vous plaît. On n'en peut plus. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy, ça suffit. Vous n'avez plus la parole, monsieur Tanguy. Les enjeux politiques et électoraux étaient si intenses qu'il a fallu essayer de calmer le jeu. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. Je vous demande de revenir au calme. Oui, mes chers collègues, mais ça... Oui, mais si on continue dans les provocations, voilà comment va se finir le débat. Franchement, en termes d'image, pensez à ceux qui nous regardent. Similairement à celle soutenue par le RN un mois plus tôt, la proposition a connu un sort torturé et complexe. Dans cette assemblée dominée numériquement par les forces du NFP et du RN, il aurait dû être facile de faire adopter cette réforme. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ces aventures, quoique différentes de celles de la proposition du RN, ont fini de la même façon, bloquées par les députés du socle commun, qui ne reculent devant rien pour mener à bien leur politique. Quand on sonnait les 12 coups de minuit, la proposition de loi LFI n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale, qui l'a ainsi condamnée au limbe parlementaire. Vous ne l'emporterez pas avec vous, sachez-le. Par contre, on se passera de vos services dès la semaine prochaine pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Comment cette situation historique s'est-elle produite ? Comment les députés de droite et macronistes minoritaires à l'Assemblée ont-ils pu bloquer cette proposition soutenue par la majorité à l'Assemblée ? Quel danger cela fait peser sur notre démocratie ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouveau numéro express de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pour comprendre comment ce texte a pu être bloqué et le danger que cela fait courir à notre démocratie, il faut voir comment il a pu en arriver jusque-là. Première partie, comment en est-on arrivé là ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que sans surprise, la proposition de loi LFI est très différente de celle du RN. Certes, toutes les deux proposaient l'abrogation des réformes Borne et Touraine pour réduire l'âge de départ à la retraite à 62 ans avec 42 annuités et non plus 64 ans avec 43 annuités comme maintenant. Mais la différence entre le texte du RN et celui de LFI concerne son financement. Le RN, comme on l'avait noté, n'avait pas sérieusement financé son texte, laissant les députés de droite très préoccupés. La logique économique du Rassemblement national apparaît ici d'une fragilité préoccupante, voire très inquiétante. C'est-à-dire que votre logique, c'est de dire on abroge la réforme des retraites, puis on verra ensuite, via une conférence, s'il est possible de le financer. Et ça finit soit avec des prélèvements supplémentaires, soit avec une diminution des pensions. Et la leçon des dernières années qu'on a connues et de la gestion d'Emmanuel Macron, c'est que les promesses chimériques non financées, elles se payent toujours double et par tous les Français. La seule issue à cette absence de financement, c'était de recourir à la retraite par capitalisation, le rêve de la droite ultralibérale depuis un bon moment. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraite qui est pourtant à bout de souffle pour alléger le poids du vieillissement de la population. Se posait ainsi la question du financement de cette abrogation qu'Hugo Bernalicis a rapidement soulevée. Combien ça coûte ? Entre 4 et 5 milliards d'euros. En plus de votre réforme, Entre 4 et 5 milliards d'euros.
Alors, on a l'embarras du choix pour les financements. Bon, déjà, il y a le gage sur le tabac traditionnel qui est la coutume de nos propositions de loi. C'est pas ce qu'il y a de plus crédible dans la vie parlementaire, mais enfin, ce sont les usages. Mais surtout, là, en l'occurrence, une taxe sur les super-profits des sociétés pétrolières et gazières. Rien qu'avec ça, on réglerait le problème, si vraiment vous aviez peur de manquer d'argent. J'ajouterai le fonds de réserve des retraites. 20 milliards d'euros qui sont là disponibles, qui nous permettent d'avoir le temps de voir venir, de réorganiser une discussion. Nous avions proposé par voie d'amendement qu'on augmente les cotisations à partir de 2 plafonds de sécurité sociale, c'est-à-dire 7 600 euros bruts, ou 4 plafonds de sécurité sociale, 15 000 euros bruts. Une surcotisation rapporterait entre 4 et 5 milliards d'euros, réglerait aussi le problème instantanément en année N. Autre solution, 0,15 points de cotisation supplémentaire sur 7 ans. C'est Michael Zemmour, économiste, qui propose cela pour définitivement régler le problème des recettes, des comptes de la sécurité sociale et des retraites en particulier. 1 point de cotisation supplémentaire, sachez, mes chers collègues, que c'est 10 milliards d'euros. Vous pouvez aussi, si vous voulez, soumettre à cotisation les revenus extrasalariaux. La proposition de LFI reposait ainsi sur une augmentation de la taxe des superprofits des énergéticiens qui avait été adoptée en commission. Le NFP voulait mettre à contribution les producteurs d'énergie. Leurs gains se font nécessairement sur la masse du peuple français, dont la gauche a voulu se faire la porte-parole. Le peuple de 1910, qui se battait contre la retraite à 65 ans, appelait la retraite pour les morts. Le peuple de 1945, qui arrache la sociale en proclamant haut son principe fondateur de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Le peuple de mai 68, qui a lutté pour ses droits, pour les solidarités concrètes et l'émancipation, le peuple des ronds-points, des précaires, des femmes, des gilets jaunes, qui ont mené le combat pour la dignité du pays tout entier. Le plan était de gauche et assez classique. Au lieu du traditionnel et illusoire ruissellement spontané de la droite libérale, le ruissellement forcé par l'impôt. Comme Éric Coquerel le notait, sans impôt, le ruissellement ne vient pas vraiment. Et cette théorie ne sert qu'à justifier une concentration toujours plus grande du capital. J'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE. Bien. Et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté. J'ai pas de souci là-dessus, on n'était pas en accord, mais dite de la compétitivité. C'est-à-dire comment on favorise les revenus capital pour espérer être compétitif, que les revenus du capital viennent, qu'à partir de là, il y ait ça sourit à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases d'Helmut Schmidt. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montrent, diagramme à l'appui, qu'entre 2017 et aujourd'hui 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée environ de 20% en 2017, je ne regarde pas visuellement, à aujourd'hui plus de 45%. L'abrogation soutenue par le NFP était ainsi pensée dans le cadre plus général de leur orientation budgétaire, faire contribuer les plus riches au redressement du pays. Comme on a eu l'occasion de le voir au moment du rejet du budget par l'Assemblée nationale, les députés du NFP étaient parvenus à dégager plus de 30 milliards d'euros pour réduire le déficit public et financer leurs réformes sociales. Avec le rejet du budget par l'Assemblée nationale, ce sont autant de ressources qui ne pourront pas être redistribuées. Sur le fond, la proposition de loi LFI est ainsi radicalement différente de celle du RN. Mais sur la procédure aussi. En commission, la proposition du NFP a été largement adoptée dans une version tout à fait compatible avec sa philosophie. C'est un honneur pour moi, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, mais aussi du nouveau Front Populaire, de vous présenter un texte qui a été adopté en commission et très largement adopté en commission, celui de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Ainsi, la proposition de loi LFI a pu être envoyée en séance telle qu'elle. Le piège qui s'était refermé sur le RN lors de sa niche parlementaire ne s'est pas refermé sur la proposition de LFI. Mais en séance, la détermination des députés du bloc Barnier n'a laissé que peu de chance à la proposition d'être adoptée. Deuxième partie, comment les macronistes n'ont pas joué le jeu parlementaire. Les niches parlementaires sont des journées où l'Assemblée débat et vote sur des propositions formulées par des groupes d'opposition. Ces journées sont là pour mettre en avant les forces d'opposition, alors que la Ve République leur laisse, pour l'essentiel, que très peu de pouvoir politique. Mais une des règles de ces journées, qu'on appelle aussi journée Cendrillon, c'est qu'il faut avoir voté avant minuit, la journée ne se déroulant que de 9h du matin à minuit. Si un texte inscrit à l'ordre du jour de cette journée n'est pas adopté avant l'heure fatidique, il sera tout simplement abandonné dans les limbes parlementaires. En toute hypothèse, il pourrait être réinscrit par un autre groupe d'opposition lors de leur propre niche parlementaire. Mais ces dernières sont si rares qu'on évite d'inscrire 2 fois de suite un texte qui n'a pas été adopté.
Et à minuit, ce 29 novembre, la proposition de loi de LFI n'a pas été pleinement adoptée par l'Assemblée. En effet, les députés du bloc central ont déposé des centaines d'amendements pour que l'Assemblée ne parvienne pas à voter jusqu'au bout. C'est une technique classique, celle de l'obstruction parlementaire. Vous avez déposé, et je les ai là, avec les argumentaires qui vont avec, 860 amendements, mes chers collègues. 860 amendements sur un texte d'une niche parlementaire. 860 amendements d'obstruction. Vous ne voulez pas débattre, vous ne voulez pas voter. En réalité, honte à vous par votre obstruction de faire obstacle à la volonté du peuple français dans les urnes. Honte à vous de faire obstruction et de vous entêter quand 70% des Français restent opposés à votre réforme. Honte à vous par votre obstruction d'empêcher le bon déroulement d'une journée d'initiative parlementaire, la seule par an que nous avons d'un groupe de l'opposition. Le socle commun, par la voix de son ministre Saint-Martin, s'est défendu de faire de l'obstruction et a rappelé que LFI avait pratiqué une obstruction colossale lors de l'adoption de la réforme elle-même. On crie à l'obstruction. Mais franchement, de quoi parle-t-on ? De quelques centaines d'amendements quand la France insoumise seule en avait déposé 19 000 sur le projet de loi présenté par le gouvernement. Je rappelle que c'est vous qui avez, à l'époque, voulu bloquer les débats, empêcher les votes, quand les partenaires sociaux eux-mêmes voulaient aller au vote. Souvenez-vous ? Pour prendre des décisions en responsabilité. Non, il n'y a aucune obstruction, il y a tout simplement une volonté de débat aujourd'hui, et à nouveau, c'est utile et nécessaire. Il serait aussi utile et nécessaire de rappeler quelques détails que le ministre oublie de mentionner. Tout d'abord, traditionnellement, on ne fait pas d'obstruction parlementaire lors des journées de l'opposition. En effet, comme on l'a dit, la place laissée à l'opposition dans les institutions de la Ve République est tellement réduite que bloquer encore plus serait franchement antidémocratique. Que dire, collègues qui êtes peu nombreux, de votre stratégie d'opposition, alors que les oppositions ne disposent que d'une maigre journée pour faire entendre leur voix. Alors oui, nous le disons avec force, avec la force qu'impose l'attente des Françaises et des Français. Nous poursuivrons le combat. Nous déposerons autant de textes d'abrogation qu'il le faudra, car vos méthodes de voyous n'y changeront rien. Nous abrogerons la retraite à 60 ans. Alors c'était 64 ans, mais l'idée était là. Ou alors peut-être que les socialistes veulent provoquer l'arrêt cardiaque de François Hollande et faire la retraite à 58 ans, mais oublions. Le ministre Saint-Martin aussi oublie. Il oublie de dire que contrairement au gouvernement, les parlementaires ne disposent que de très peu d'outils pour contrôler leurs débats. Cette opposition, Madame la Ministre, elle ne dispose évidemment pas des articles magiques. Le 40, le 47.1, le 49.3. Comment pouvez-vous, Madame la Ministre, comparer les collègues du socle commun aux amendements qui ont été déposés il y a un an ? Seul moyen du David parlementaire pour s'opposer au Goliath d'un gouvernement à l'heure du parlementarisme rationalisé. En 2023, le gouvernement n'avait pas hésité à utiliser le vote bloqué de l'article 44 alinéa 3 pour obliger le Sénat à voter sur le texte du gouvernement tel qu'il le souhaitait et rejetant ainsi tous les amendements. Devant l'Assemblée nationale, le gouvernement avait utilisé l'article 49 alinéa 3 pour forcer l'adoption, sans vote, du texte du gouvernement, rejetant ainsi les milliers d'amendements déposés par LFI qui n'ont ainsi jamais vraiment été sérieusement discutés. Cependant, LFI ne dispose pas de ces outils et la discussion était promise à être très très longue. Mais LFI avait un dernier atout dans sa manche, l'adoption d'amendements dits rédactionnels. Ces amendements ne portent pas sur le fond du texte, mais sur son écriture, les mots qu'il utilise. En effet, beaucoup des amendements déposés par les macronistes et la droite étaient fantaisistes, florilèges. Pour changer le titre du chapitre 1, une bonne trentaine d'amendements. Le titre du texte de loi, une bonne soixantaine d'amendements. Vous avez fait aussi des délais d'application de la réforme en 2050, 2045, 2040, 2039. Assez faible dans l'imagination. Vous avez même, pour certains, converti les trimestres, les 172 trimestres, en heures. En heures. Et figurez-vous que ceux qui ont déposé ces amendements se sont trompés dans leur calcul d'heures, pensant que pour avoir des trimestres, il fallait travailler 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et il y en avait d'autres, sarcastiques, qui, après abroger la réforme des retraites, demandaient à insérer « avec de l'argent que nous n'avons pas » ou « pour des visées électoralistes ». Or, si un amendement rédactionnel global est adopté, l'Assemblée est réputée avoir changé le texte et tous ces petits amendements tombent à l'eau. Mais beaucoup s'accordent à dire que même si ces amendements avaient été adoptés, la discussion aurait été trop longue.
Bref, de guerre lasse, les macronistes ont encore une fois piétiné ce qui reste de notre démocratie parlementaire pour conserver leur pouvoir. Le pouvoir, il s'exerce aussi par les médias et leur indépendance. Si ce contenu et ceux de nos camarades à Blast vous importent, n'hésitez pas à vous rendre sur blast-info.fr pour nous soutenir en vous abonnant ou en faisant un don. Conclusion, une démocratie à l'agonie. On savait à l'avance que la réforme des retraites ne serait jamais abrogée et que le vote à l'Assemblée serait purement symbolique. En effet, si l'Assemblée avait adopté l'abrogation de la réforme, elle aurait été transmise au Sénat, qui a largement voté la réforme en 2023. Le Sénat aurait bloqué l'abrogation, il n'y a aucun doute. Et l'Assemblée nationale n'aurait rien pu y faire. Il n'y a que le gouvernement qui a le droit de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Le texte était voué à l'échec de toute façon. Mais alors pourquoi autant de hargne de la part des groupes présidentiels ? La réponse se trouve très certainement dans le symbole. Il ne faut pas oublier que la réforme des retraites n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale. Disons-le, Madame la Ministre, non, en 2023, la loi n'a pas été votée. Parce que plutôt qu'un vote, vous avez préféré l'ensemble des artifices constitutionnels à votre disposition et au mépris de notre Assemblée. Si le texte de LFI avait été adopté par l'Assemblée nationale, alors la situation serait symboliquement désastreuse. Imaginez, la réforme des retraites, pourtant rejetée par la majorité des Français, par l'immense majorité des actifs, réforme qui n'a jamais été votée par des représentants directs du peuple, qui l'aurait rejetée lors de cette niche, serait restée en vigueur. Elle serait devenue le symbole de la violation systématique de la démocratie par Emmanuel Macron et ses affidés. Et ça, la gauche l'a bien saisi. Ça aurait pu être un moment de bascule, celui dont parlait Mathilde Panot à 9h du matin. Aujourd'hui est un jour de bascule, celui où nous réparons votre affront fait à la souveraineté populaire, celui où termine la lente agonie de la présidence d'Emmanuel Macron, le début de la fin de son mandat a été proclamé par Elisabeth Borne le jour où elle a prononcé ici même ce 49.3, condamnant un peuple tout entier à 2 ans de vie volée. Son mandat a pris fin à ce moment-là, car dès lors, plus personne ne croyait en vous. C'est pour éviter de perdre définitivement cette bataille symbolique que les députés macronistes se sont acharnés à bloquer l'initiative de LFI, quitte à piétiner, une fois de plus, notre démocratie, comme l'a rappelé Alexis Corbière, au nom du groupe écologiste. Antidémocratique, antisocial, ne prolongez pas le danger qui fracture notre pays. Un mot, il y a donc 702 amendements à discuter. 702 amendements pour empêcher que l'on puisse adopter ce texte. Je vais le dire avec gravité. Un régime politique où l'on ne peut pas discuter et voter de l'avenir de 28 millions de travailleurs pour savoir si oui ou non ils doivent travailler 2 ans de plus, eh bien je le dis, ce régime ne mérite pas le nom de République. Il ne mérite pas le nom de République. Si chaque fois que nous voulons en débattre, vous dégainez le 49.3, si dans la maigre niche parlementaire d'une journée, vous empêchez que le débat ait lieu, oui, vous ne méritez pas le nom de parlementaire. Et les macronistes ont jeté toute leur force dans cette amère bataille de tranchées. Électrisés par la possibilité de perdre si gros, les députés macronistes se sont échauffés au point qu'un incident de séance grave a eu lieu. Un député macroniste, Nicolas Turquois, après avoir menacé un député socialiste, aurait cherché à frapper le député LFI Antoine Léaumont. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Et on comprend son doute quand on regarde les images. Ce spectacle pathétique d'un Parlement méprisé et dépecé ne profite qu'à un seul camp, le RN. L'extrême droite se nourrit du rejet des institutions politiques par les Français. Plus les partis au pouvoir piétinent la démocratie, plus le RN peut se placer en rempart du peuple. Comme l'a rappelé Thomas Ménager, rapporteur sur le même texte le 35 octobre dernier, nous avons pris un engagement devant les Français que nous tiendrons coûte que coûte. Et personnellement, je serai fier de retourner dans ma circonscription en Moselle et de pouvoir dire devant nos électeurs que le Rassemblement national aura tout fait. Présence au débat, présence à chaque étape qui aurait pu bloquer ce texte, recours auprès du Conseil constitutionnel, nous étions toujours au rendez-vous. D'ailleurs, sans le RN, et vous le savez, rien ne peut se faire. Donc, fidèle à notre ligne,
de travail en bonne intelligence, sans sectarisme, dans l'unique intérêt des Français. Quelle que soit l'origine des bonnes propositions, nous voterons pour ce texte d'abrogation. La brutalité politique d'Emmanuel Macron a deux effets pervers et paradoxaux. Plus il brutalise le Parlement pour imposer ses choix politiques, plus il dégoûte les Français de notre République parlementaire pour les pousser dans les bras de la dynastie Le Pen. Plus Emmanuel Macron brutalise le Parlement pour imposer ses choix politiques, plus il légitime l'usage de la brutalité politique et de ses procédés antidémocratiques. Vous avez définitivement détruit l'idée d'une niche parlementaire dans la Constitution de la Ve République. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois, comment pouvez-vous garantir que quand vous aurez votre niche parlementaire, quelqu'un d'autre ne va pas décider de déposer 300, 400, 500 amendements pour vous empêcher d'examiner vos propositions de loi. Ces situations profitent à l'extrême droite qui se présente comme l'ultime recours du peuple contre des institutions corrompues et inefficaces. La semaine prochaine, Michel Barnier déclenchera, sans aucun doute, l'utilisation de l'article 49, alinéa 3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. À cette occasion, une motion de censure sera déposée par le NFP. Mais savoir si Marine Le Pen se fera une fois de plus la béquille du macronisme, c'est une toute autre histoire qu'on se garde pour la prochaine fois. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne de Blast. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste précisément 193 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dissolution.